Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier webinaire de la semaine de l'accession à la propriété organisé par le réseau Anil Adil. Tout au long de cette semaine, nous chercherons au travers de 5 webinaires à vous informer et sensibiliser sur le bon déroulement d'un projet d'achat immobilier. Ce soir, c'est avec grand plaisir que nous accueillons l'Adil des Bouches-du-Rhône et plus précisément Godefroy qui nous présentera les différents types d'achats immobiliers qui existent. Voilà comment se déroule ce webinaire. Il y a tout d'abord une présentation sous un format de questions-réponses, suivi ensuite d'un temps d'échange d'une dizaine de minutes où l'on répondra à vos questions. Je tiens à rappeler que seules des notions générales seront abordées ce soir. Pour les cas particuliers, nous vous invitons à vous rapprocher de la DIL la plus proche de chez vous, dont vous pouvez retrouver les coordonnées sur le site de l'ANIL à la rubrique « Votre ADIL ». Je laisse maintenant la parole à Godefroy, que nous allons écouter avec la plus grande attention. Merci Aurane. Je me présente rapidement. Je suis Godefroy Armand, juriste en charge des questions relatives à l'accession sociale à la propriété au sein de la DIL des Bouches-du-Rhône. Quand on cherche à devenir propriétaire de son logement et à moins d'avoir une marraine la bonne fée, il est très important de faire les choses dans l'ordre pour éviter les déceptions et les mauvaises surprises. Chaque projet commence toujours par la même question. Quel type de logement est-ce que je veux? Et surtout, est-ce que je peux acheter? Est-ce que je souhaite du neuf ou de l'ancien, en centre-ville ou en banlieue, une maison ou un appartement? Quel est mon budget, etc. C'est exactement ce que nous allons aborder ce soir ensemble. Effectivement, Godefroy, ce sont les questions que se posent tous les ménages qui souhaitent acquérir un bien. Mais alors, comment faire un choix? Selon vous, quelle est la première question à se poser? Alors, selon moi, la première question à se poser, enfin, à mon sens, c'est celle du budget qui va effectivement aider à la prise de décision concernant le type d'achat immobilier. Malheureusement, ce n'est pas une question qu'on abordera ce soir puisque cette question fait l'objet d'un webinaire qui aura lieu demain. Je vous invite donc à vous y inscrire si cela n'est pas déjà fait. Hormis la petite parenthèse pour mes collègues de demain soir, il est sûrement préférable de connaître ses capacités pour ne pas être déçu et avoir des désillusions une fois un compromis de vente signé. D'accord, donc le budget en premier lieu. Je suppose qu'on commence par lui parce qu'il aide à définir le type de bien auquel on aura accès dans le secteur où on cherche. Tout à fait. Prenons l'exemple d'un jeune ménage trentenaire en quête d'une maison individuelle sur Marseille avec un budget de 200 000 euros. Alors, il est probable que dans de nombreuses communes françaises, le projet soit réalisable. Dans la cité phocéenne, pas vraiment. Malheureusement, pour le jeune ménage en question, ils n'y arriveront pas. Donc, connaître son budget aide à réaliser si nos envies sont en adéquation avec la réalité immobilière et cela va permettre de calibrer les recherches à réaliser. D'accord. Et quelle serait l'étape suivante finalement dans cette recherche du bien idéal une fois qu'on a défini son budget? Alors, toujours dans une optique d'affiner au mieux sa recherche, il est très important de savoir si on souhaite acquérir un logement neuf ou ancien. La seconde question à se poser va donc être, est-ce que c'est du neuf ou est-ce que c'est de l'ancien? C'est une réponse qui va devoir intégrer plusieurs facteurs. Encore une fois, le financement. Un logement neuf peut permettre d'avoir un prêt à taux zéro, par exemple, alors que dans un logement ancien, cette possibilité sera grandement réduite en fonction de votre commune et du projet, comme vous aurez l'occasion de le voir ensuite. Donc forcément, c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est les écarts de prix dans votre secteur entre le marché du neuf et de l'ancien. Certaines communes ont un marché très tendu en matière d'immobilier neuf et donc on se retrouve avec des prix au mètre carré à plus de 5 000 euros, alors que l'ancien sera bien plus bas. Donc un tour d'horizon du marché immobilier sur votre commune ou sur l'environnement qui vous intéresse permet de se faire une idée, qu'est-ce qui peut rentrer dans mes capacités, qu'est-ce qui m'intéresse. Un troisième élément à prendre en compte, c'est le type de construction qui vous intéresse, maison ou appartement. Bien entendu, encore une fois, la capacité financière rentre en jeu, puisque ce n'est pas le même coût d'acheter un terrain et de construire une maison ou d'acheter un appartement déjà tout fait. Mais en fonction de votre secteur d'acquisition, forcément, vous allez avoir une restriction sur le choix maison ou appartement. Et les centres-villes ou les communes à forte densité n'offriront donc que peu de terrain pour construire une maison, alors que vous aurez beaucoup plus de choix en matière d'appartement. Et enfin, le dernier point, c'est vos préférences, naturellement, votre appétence. Certains ne jouent que par un style haussmannien et donc vivront forcément en appartement, enfin, alors que d'autres rêvent de construire une maison en conteneur. Et naturellement, vous partirez peut-être plus loin pour avoir votre maison. L'objectif, c'est naturellement de concrétiser autant que possible vos envies, mais dans l'éventualité où vous auriez un budget un peu plus serré, il faudra naturellement être beaucoup plus vigilant.
D'accord, donc finalement peut-être revoir sa copie en fonction du budget, mais ne pensez-vous pas que ce dernier conseil pourrait en décourager plus d'un? Pas du tout, enfin pas à mon sens, du moins, devenir propriétaire, c'est un niveau de responsabilité et de connaissance bien plus poussé que choisir sa prochaine livraison de pizza. Et autant récupérer le maximum d'informations et être lucide dans son projet plutôt que de foncer tête baissée. Oui, alors c'est vrai que l'engagement et le niveau de responsabilité ne sont pas du tout comparables. Donc on a déterminé si on s'oriente plus vers du neuf ou de l'ancien, mais quels seraient les critères suivants selon vous? Ensuite vient l'environnement, l'endroit où on prévoit d'acheter. Ça a déjà été évoqué un peu avant, mais vous envisagez de devenir propriétaire en centre-ville, par exemple, dans une zone proche des services. Il y aura donc peut-être plus d'immeubles et d'immeubles anciens que du neuf ou que des maisons individuelles. De la même façon, il faudra peut-être intégrer du coup un budget de transport en commun si vous ne travaillez pas dans le centre, ou bien l'achat d'un véhicule et donc d'un espace de stationnement pour garer ce véhicule afin de pouvoir quitter le centre-ville pour aller dans une zone d'activité. Au contraire, vous envisagez de vous éloigner des villes, de vivre à la campagne. Dans cette hypothèse, vous vous éloignez des zones de services et d'activité et donc il faudra prendre en compte cet élément dans votre quotidien, tant vis-à-vis des réseaux de transport en public ou du véhicule à acheter si vous n'en aviez pas au préalable, que du temps de trajet. Finalement, vous allez passer plus de temps dans les transports, que ce soit votre véhicule personnel ou les transports en commun, pour vous rendre de votre domicile au lieu d'activité, qu'il soit professionnel ou personnel, et ça va avoir un impact temps assez significatif. Dans l'immédiat, il peut paraître secondaire, mais au quotidien, ça peut devenir pesant, et il faut mieux l'avoir anticipé avant d'avoir réalisé son opération. Mais naturellement, plus vous vous éloignez des zones urbaines denses, plus vous avez d'options pour des maisons individuelles ou des terrains sur lesquels vous pourriez construire, en tout cas. Donc, ça a du pour aussi, naturellement, en fonction de votre projet. Donc en fait, le cadre de vie est un facteur à intégrer à tout projet, mais il faut aussi tenir compte finalement des changements que Oui, l'achat pourra impliquer sur son mode de vie actuel. c'est exact, totalement. Ça a un impact assez fort auquel les gens ne pensent pas de base. Et Godefroy, est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner sur cette acquisition? Oui, oui, bien sûr, des tas. Mais là, pour aujourd'hui, en tout cas, des conseils sur des réflexions qui vont intervenir un peu plus tard, donc après avoir fait ce premier filtrage, lorsqu'on a commencé à repérer des biens qui intéressent, qui donnent envie de faire une visite. À ce moment-là, il y a des choses auxquelles il faut penser. Premièrement, se rendre sur site à différentes heures du jour et de la nuit pour jauger le quartier, le bruit, l'ensoleillement. Pour les constructions existantes, n'hésitez pas à vous faire accompagner lors des visites d'un professionnel pour vérifier l'état du logement, chiffrer les éventuels travaux à prévoir, toiture, installation électrique, mise aux normes. Alors, en maison individuelle, c'est peut-être plus facile à faire, notamment pour les éléments comme la toiture. En appartement, c'est plus complexe, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Euh, Surtout si vous voyez des travaux à réaliser, même si c'est lors d'une deuxième visite, venez avec quelqu'un, essayez de faire chiffrer les travaux dès l'achat, pas forcément pour les réaliser immédiatement. Naturellement, des fois, on n'a pas le budget immédiat, mais au moins pour se dire, voilà, il y aura des travaux à réaliser, ils coûtent tel montant, il faut que je l'anticipe dans mon budget pour les années à venir. D'accord? Ah oui, c'est vrai que ce sont des points de vigilance auxquels on ne pense pas, on ne pense pas forcément. Et est-ce que vous avez d'autres points de vigilance à ce stade? Bien entendu. Alors, vous pouvez vous renseigner aussi auprès de la mairie sur l'évolution prévisible du quartier, les contraintes d'urbanisme qui pourraient apparaître. Donc, est-ce que vous aurez la possibilité de faire une extension de votre maison individuelle ou pas du tout? Est-ce qu'il y aura des servitudes publiques à venir ou déjà en place, passage d'un réseau en sous-sol? Est-ce qu'il y a la possibilité d'exercer un droit de préemption par la collectivité locale qui pourrait donc nuire à votre vente ou une vente future si vous revendiez le bien ultérieurement? Est-ce que vous avez la possibilité d'effectuer des travaux qui modifient l'aspect extérieur du logement, mais aussi les éventuels risques naturels, inondations ou risques technologiques, miniers qui pourraient y avoir dans les environs? C'est bien, plutôt vous le savez, mieux c'est. Et donc, ça vous aide, encore une fois, à vous décider en ayant le maximum d'informations. Du côté du vendeur, pensez à lui demander le dossier de diagnostic technique s'il a déjà été réalisé, l'attestation d'assurance dommage-ouvrage si jamais le logement a été construit il y a moins de 10 ans ou s'il a fait l'objet de travaux de rénovation lourds, encore une fois depuis moins de 10 ans.
Pour un logement en copropriété, l'ensemble des informations liées à la gestion, aux charges et aux travaux. Et pour un logement en lotissement, ça sera, s'ils existent, naturellement le règlement et le cahier des charges, parce que vous devrez en suivre les dispositions. Donc, plus tôt vous avez ces informations, encore une fois, mieux ça vous aide à comprendre dans quoi vous vous engagez. Eh bien, merci beaucoup, Godefroy, pour ces éléments très clairs pour déterminer vers quel type d'achat on s'oriente. Je vous propose maintenant peut-être de passer aux questions du chat. Donc, nous avons reçu quelques questions. Alors, je regarde un petit peu. Voilà. Je vais prendre dans l'ordre. Hop. Alors, nous avons une première question. Où trouver des informations plus précises sur le prix des biens immobiliers dans mon secteur? Et on parle du neuf et de l'ancien. Alors, il n'y aura pas de réponse toute faite, il y aura quelques pistes, naturellement, mais si vous souhaitez obtenir des avis, des estimations plus précises sur les biens, à part feuilleter sur Internet, naturellement, et donc connaître plus en détail ce qui peut justifier le prix, la première chose, c'est naturellement de se rapprocher des professionnels de l'immobilier. Pour le neuf, tout ce qui est promoteur et constructeur, généralement, vont beaucoup communiquer sur leur programme et vous donner le maximum d'infos parce qu'ils cherchent à les vendre, donc c'est assez facile. Les agences immobilières ou les notaires pour l'ancien, naturellement. Sachez que les notaires ont accès à des bases de données sur les précédentes ventes dans l'ancien, donc ça peut vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi prendre contact avec la DIL la plus proche de chez vous. Certaines d'entre elles ont des pôles études et mènent des études justement sur la question des ventes immobilières et ont des données qui pourraient vous être utiles. Merci beaucoup, Godefroy, pour cette réponse très complète. À tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, j'ai une autre question. Quelles précautions prendre si le bien a moins de 10 ans depuis la construction? Alors, dans le cadre de la vente, vous allez devoir, enfin, le vendeur va devoir vous transmettre l'ensemble des documents, comme je l'ai évoqué, donc la dommage ouvrage, les différentes garanties qui auraient pu être utilisées par l'ancien propriétaire au cours de la période où il a possédé le bien, s'il était le premier propriétaire d'ailleurs. Tant qu'à faire, demander, si possible, le contrat qu'il avait signé, donc VFA, vente en état futur d'achèvement, si c'est un appartement. Si c'est une maison individuelle, espérer quand même qu'il ait fait un CCAMI, donc un contrat de construction de maison individuelle. C'est un contrat qui protège énormément, qui est très cadré par la loi et ça va vous permettre de récupérer le maximum d'informations sur le constructeur, ses garanties, ses assurances. Et donc déjà, vous aurez le maximum d'informations juridiques possibles. En deuxième temps, posez le maximum de questions naturellement au vendeur. Est-ce qu'il y a eu des incidents liés à la construction? Est-ce que vous aviez émis des réserves? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas lorsque vous avez fait la livraison et qui ont obligé le constructeur à intervenir? Est-ce que depuis, vous avez dû faire jouer les différentes garanties? Est-ce que vous avez été satisfait? Posez vraiment le maximum de questions. Certes, le vendeur, si c'est un particulier, est un profane. Donc, naturellement, ceux qui l'ignorent, il ne pourra pas être tenu responsable. Maintenant, s'il y a des choses qu'il a repérées, des doutes qu'il a, n'hésitez pas à récupérer ces informations parce qu'au moins, il aura été honnête avec vous et vous savez dans quoi vous vous engagez. Pour des informations plus précises, pour le coup, veuillez plutôt, enfin, si possible, si vous avez repéré un bien, récupérez le maximum d'infos et rapprochez-vous de la DIL la plus proche de chez vous. Ça vous aidera à rentrer plus dans les détails. Là, ça sera un peu compliqué. Merci beaucoup, Godefroy. Alors, effectivement, on a pas mal de questions, Ouais. questions dans le chat, donc je me permets de continuer sur notre lancée. Nous avons une autre question. Alors, vu le prix très élevé des constructions neuves, quels peuvent être les avantages par rapport à l'ancien? Alors, il va y avoir trois sections, trois segments d'avantages. Le prix, la qualité et les garanties. On va les découper comme ça. L'acquéreur d'un logement neuf paye moins de frais de notaire. Alors, en effet, le vendeur, c'est souvent le promoteur, est assujetti à la TVA et ainsi, l'acquéreur n'est redevable que de la taxe de publicité foncière et des émoluments du notaire et non pas des droits d'enregistrement. Les frais sont donc plus faibles qu'en cas d'acquisition d'un logement ancien. Donc, déjà, c'est un impact puisque, en général, dans le neuf, c'est 2,5 à 3% maximum de frais de notaire. Dans l'ancien, c'est 8 à 8,5 quand même. Il y a une vraie différence.
En outre, les acquéreurs d'un logement neuf bénéficient, comme je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, du prêt à taux zéro, par exemple, ou d'autres prêts aidés mis en place par l'État. Euh, Ensuite de ça, les constructions neuves doivent répondre à des normes de plus en plus strictes en matière de performance énergétique. Déjà, les logements doivent respecter des normes thermiques. On a eu BBC, on a eu la RT, maintenant on est sur la RT 2020. Ces normes entraînent une économie d'énergie, chauffage, eau chaude, et donc une réduction du coût des charges à moyen terme, puis aussi à long terme, naturellement. Enfin, lors d'un achat sur plan, les acquéreurs ont l'avantage de pouvoir personnaliser leur futur logement, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien. Et pour finir, le dernier point, on va dire, favorable à l'acquisition dans le neuf, c'est les garanties en cas d'éventuelle malfaçon. La garantie de dommage-ouvrage, la décennale, la biennale pour les éléments d'équipement et la garantie de parfait achèvement qui court durant la première année après la livraison. Donc, c'est un ensemble de choses qui mettent quand même à l'abri l'acquéreur de problèmes qu'il devrait supporter financièrement. Donc, c'est plutôt bien. D'accord. Eh bien, oui, merci beaucoup. Effectivement, ce sont des éléments à prendre en compte pour savoir si on s'oriente plutôt vers le neuf ou vers l'ancien. Alors, j'ai une autre question justement encore sur le neuf ou l'ancien qui rejoindra la deuxième question que nous avons eue tout à l'heure. Alors, on me dit, j'ai repéré un immeuble construit depuis moins de 10 ans dans mon quartier et il est dans un état impeccable. Est-ce que c'est du neuf ou est-ce que c'est de l'ancien? Alors, heureusement pour nous, il y a une définition du logement neuf. Alors, juridiquement, c'est l'article 257 du Code général des impôts qui définit les immeubles neufs comme étant les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de 5 années. Alors, après, il y a eu une petite modification par la loi de finances de 2013 qui a précisé qu'un logement revendu pour la première fois par un particulier dans les 5 premières années de son achèvement n'est plus considéré comme un logement neuf. Ainsi, la vente sera soumise au droit d'enregistrement comme en matière d'acquisition d'un ancien et non à la TVA. En pratique, on considère qu'un logement est neuf dans les 5 premières années qui suivent sa construction s'il n'a jamais été occupé. Du coup, au-delà de ce délai, le bien est qualifié d'ancien. Il peut être issu d'une construction nouvelle ou de certains travaux. Donc, a priori, le logement qui aurait été repéré pour cette question-là ne sera pas considéré comme du neuf, puisqu'il a plus de 10 ans ou il a une dizaine d'années, donc c'est mal barré. D'accord, eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que la question du neuf et de l'ancien nous amène à pas mal de commentaires. Alors, j'ai aussi une question sur les charges de copropriété. On nous demande si les charges de copropriété dans le neuf sont équivalentes à l'ancien. C'est vrai que la question est peut-être un petit peu large, mais Alors, il n'y aura pas vraiment de... Encore une fois, il n'y aura pas de réponse toute faite, déjà parce ok. que tout va dépendre si vous comparez à équipements et à immeubles similaires. Prenons une copropriété. Alors, pour le coup, je suis sur Marseille, donc je vais prendre un exemple de chez moi, si ça ne vous gêne pas. Un vieil immeuble marseillais, 4 étages, 2 appartements sur chaque palier. Vous avez une cage d'escalier, c'est tout. Les charges de copropriété à l'ancien sont excessivement ridicules. Pour peu que vous ayez un syndic bénévole, autant dire qu'il n'y a presque pas de charge. En revanche, vous prenez une construction neuve, place de stationnement, portail automatique, ascenseur, sans même évoquer l'idée qu'il puisse y avoir un chauffage collectif. Les charges de copropriété n'auront rien à voir, elles sont bien entendu beaucoup plus élevées. Mais on peut remarquer en revanche que si on prend 2 copropriétés similaires, donc 2 ensembles immobiliers de 2 bâtiments, chauffage collectif, ascenseur, portail, ils ont tout à l'identique. Un date des années 70, l'autre des années 2010, on va dire, ou début 2020 éventuellement. Les charges n'auront potentiellement rien à voir entre le fait que certains ont des équipements vieillissants, pour peu qu'ils n'aient pas encore été changés, un logement ou un immeuble même qui n'a pas forcément une bonne performance énergétique, les charges de chauffage, ne serait-ce que dans cette copropriété des années 70, seront bien plus élevées que dans la copropriété des années 2010 ou début 2020, puisque la qualité des prestations, la résistance thermique vont jouer sur vos charges collectives. Encore une fois, parce qu'on a pris le même exemple, à savoir chauffage collectif, naturellement. Donc, ce qui va jouer, en tout cas, c'est l'ensemble des équipements que vous avez, et ce n'est pas tant le neuf ou l'ancien. C'est un facteur qui intervient ensuite si la copropriété se retrouve avec des équipements vieillissants et éventuellement des problèmes de déperdition énergétique. Mais sachez qu'une copropriété neuve aujourd'hui, qui coûte peut-être moins cher en matière de charges qu'une copropriété identique dans l'ancien, si elle n'est pas entretenue ou rénovée régulièrement, coûtera aussi de plus en plus cher avec le temps. Donc,
Tout à équipement fait. collectif. Alors effectivement, c'est vrai qu'on le souligne toujours beaucoup de bien anticiper les travaux à venir en copropriété et effectivement tant dans l'ancien que dans le neuf puisque l'entretien doit se faire régulièrement. Alors j'ai une autre question. Quels sont les arguments afin de négocier au mieux le prix d'achat dans l'ancien? Euh, Assez large, oui, encore une fois, c'est effectivement. très large. Ça n'appelle pas forcément à une réponse évidente, puisque si vous attendez une réponse juridique, il n'y en aura pas sur le coup, sur comment négocier le prix dans l'ancien. Naturellement, ce qui va jouer, c'est est-ce que le chiffrage est adapté au marché? Est-ce que le logement a des avantages, des équipements ou une qualité qui justifie le prix en question? Est-ce que dedans, je l'ai visité, il s'avère qu'a priori, la plomberie date des années 60, elle aurait besoin d'être faite. L'électricité date des années 70 et naturellement, il y a tout à refaire. Entre casser les cloisons, refaire les gaines, la tuyauterie, etc. Peut-être qu'il y a 10 000, 15 000 euros de travaux. Naturellement, ça peut s'argumenter pour négocier une baisse du prix. Mais encore une fois, si le vendeur avait bien conscience de cette question-là et a baissé son prix en conséquence, vous n'aurez en fait pas de marge de négociation. Donc, peut-être pour négocier dans l'ancien, c'est visiter le logement, encore une fois, à plusieurs moments, pour voir si en fait, on ne vous aurait pas dissimulé des informations sur le bruit. Par exemple, le restaurant du coin qui tourne jusqu'à 2 heures du matin très fort parce qu'il a des clients très dynamiques. Euh, Éventuellement, vérifier, comme je dis, les problèmes de réseau électrique, de gaz, de plomberie, ce type de choses, et comparer avec le marché quitte à visiter peut-être un ou deux autres biens, si vous êtes vraiment motivé par les biens que vous avez vus, mais vous voulez vous assurer que vous ne faites pas avoir sur le tarif, visitez avec des biens que vous avez vus à un tarif similaire. Et si vous le voyez dans un meilleur état, dans le même environnement, naturellement, pas à l'autre bout de votre ville, c'est peut-être que le vendeur est au-dessus du marché pour la qualité de son bien. Et dans ce cas-là, vous avez une marge de négociation. D'accord, merci beaucoup Godefroy. Je vous propose peut-être de sélectionner une dernière question Oui, dans le chat puisque nous vous en avons déjà posé beaucoup, mais on vous garde encore un petit peu. ça Euh, marche. Alors c'est sûr que c'est un sujet qui anime beaucoup. Alors on me demande, j'ai acheté un appartement dans un vieil immeuble du centre-ville. J'aimerais le rendre plus lumineux en abattant des cloisons. Est-ce que je peux? Alors, réponse facile, oui. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque en copropriété, on peut tout à fait effectuer des travaux tant qu'ils n'affectent pas les parties communes. Sur vos parties privatives, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, en théorie. Une cloison étant une partie privative, normalement, vous n'avez pas besoin de l'accord de la copropriété pour la supprimer. Cependant, ce n'est pas toujours aussi simple. Avec le temps, il arrive que les cloisons à la base non porteuses deviennent semi-porteuses et les planchers fléchissent petit à petit, se reposent de plus en plus sur ces cloisons. Donc, en général, les cloisons, enfin, surtout dans les immeubles anciens, pour le coup, sont situées au même endroit à tous les étages et c'est justement ce qui accentue l'effet porteur de ces cloisons avec les années qui passent. Dans ce type de situation, le fait d'abattre une cloison ou même plusieurs, que ce soit sur un seul ou plusieurs étages du bâtiment, va pouvoir créer à terme d'importantes fissurations dans les appartements, dans la cage d'escalier, des fois un décollement de la façade, des désordres sur la structure et même jusqu'à potentiellement l'effondrement d'un plancher. Ça peut être des fois des décennies plus tard, naturellement. Alors, je fais juste peut-être un aparté en précisant que ça ne concerne que vraiment les immeubles anciens. À partir d'une certaine période, il y a eu des normes de construction qui ont été renforcées et maintenant on utilise des dalles béton armées, des piliers. Donc abattre une cloison ne présentera que très peu de risques sur les constructions modernes. En revanche, les constructions avant les années 50 et d'avant-guerre, je déconseille de le faire sans avoir pris ces précautions au préalable. Qu'est-ce qu'on entend par précaution du coup? Alors déjà, entourez-vous d'un architecte ou d'un ingénieur structure ou d'un bureau d'études pour faire une vérification de votre projet. Si jamais le résultat présente un risque que les cloisons soient devenues porteuses, présentez le projet en assemblée générale, puisque vous aurez besoin du coup de l'autorisation de la copropriété dans la mesure où ce sont devenus des éléments communs. Si vous voulez vraiment vous protéger encore plus, vous avez obtenu l'autorisation de l'Assemblée générale, tant mieux pour vous, vous voulez vous protéger. Faites faire un constat d'huissier chez vos voisins avant la réalisation des travaux. Faites ensuite contrôler les travaux par un maître d'œuvre. Alors,
Tout ça, c'est un prix, naturellement, mais ça vous garantit, si vous tenez à tout prix à faire des travaux de démolition d'une cloison qui serait devenue porteuse naturellement, de garantir votre tranquillité et surtout la pérennité de l'immeuble. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Godefroy, pour toutes ces informations très utiles pour les ménages qui souhaitent se lancer dans l'acquisition d'un bien. Je rappelle à tous qu'il est important de contacter une ADIL qui vous accompagnera et qui sécurisera votre projet immobilier. Pour cela, frappez à la bonne porte, celle de votre ADIL. Tous ces juristes vous attendent pour vous apporter une information neutre et gratuite en matière d'accession, mais également sur tous les sujets juridiques en lien avec le logement. Pour trouver les coordonnées de l'ADIL la plus proche de chez vous, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de l'ANIL, www.anil.org, à la rubrique Votre ADIL. Bonne soirée à tous et encore merci, Godefroy. Et à demain pour notre deuxième webinaire consacré au budget et aux ressources. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.